Mon invité, c'est le ministre Adama Bictogo, ancien ministre de l'État de Côte d'Ivoire, homme d'affaires prospère. Vous êtes aujourd'hui, tout le monde le dit, tout le monde le sait d'ailleurs, vous êtes très proche du président de la République. Votre entourage vous décrit comme un homme qui sent les affaires, partout besoin peut être, et justement, en la matière, vous êtes au cœur malgré vous, vous êtes au cœur d'une polémique au Sénégal. Vous y étiez jusqu'à hier, et là, vous êtes rentré de Dakar. Qu'est-ce que les Sénégalais ont la dent dure contre vous? Qu'est-ce qu'ils vous reprochent, en fait? Je crois que, d'abord, j'étais au Sénégal pour suivre un peu mes activités et puis suivre l'actualité. Mais il y a une méconnaissance. Je pense qu'il y a une désinformation qui a été donc distillée et on a fait l'amalgame entre les problèmes politiques internes au Sénégal et la présence donc de SNEDAI. Je crois que s'ils avaient l'information de ce que notre groupe est établi au Sénégal pour apporter sa pierre à l'édifice, à cette construction du Sénégal émergent, ils n'auraient pas eu la réaction qu'ils ont. Nous nous sommes installés au Sénégal sur la base de la confiance, d'abord sur la base de ce que, historiquement, nos pays sont des pays frères, et que moi, ayant été ministre de l'intégration africaine, mon combat pendant tous ces temps, c'était le droit à l'établissement de tous les Africains sur l'ensemble du continent. Donc, pour moi, être au Sénégal, c'est une présence évidente. Maintenant qu'une certaine presse traduise la sensibilité de certaines personnes, parce qu'à la vérité, je crois qu'on veut absolument créer un lien entre le président du Sénégal et cette activité. Alors que j'ai connu le président du Sénégal avant qu'il ne soit président. On ne peut pas, parce que je connais des amis chefs d'État, m'interdire de m'établir alors que mon sens très aigu des affaires et mon flair, d'abord parce que je veux participer à cette nouvelle Afrique. Je crois en cette nouvelle Afrique unie, sans frontières, surtout au plan économique, où les compétences doivent être donc mises en avant, où les champions nationaux doivent devenir des champions régionaux. J'y crois à cette Afrique de champions. Et c'est pour cela que, où que je me trouve, j'irai partout où une opportunité d'investir se dessinera en Afrique, j'irai. Mais surtout si cet investissement a une valeur ajoutée dans le social et dans le bien-être des populations. Alors, est-ce que vous avez lu les journaux sénégalais ces jours-ci? Vous savez, je ne me suis pas attardé sur les journaux sénégalais. Certains journaux ont été très maladroits, je dirais un peu souvent très agressifs, au point de faire croire que je subis cette agressivité parce que vous êtes étranger. Parce que je suis étranger à leur pays. Alors, mais je leur réponds pour dire que je ne suis pas étranger, je suis bel et bien citoyen africain. Je suis d'abord ivoirien, mais je suis un citoyen africain et que je suis aussi en droit de bénéficier donc de certaines opportunités au Sénégal, comme par exemple en Côte d'Ivoire, des Sénégalais bénéficient de beaucoup d'opportunités où on n'a jamais vu la presse ivoirienne s'en prendre à des opérateurs sénégalais qui viennent opérer ici. Jamais. Alors, ils ont quand même écrit pourquoi le Sénégal a donné 12 milliards à Adama Bictogo. Adama Bictogo, l'homme qui prend des milliards au Sénégal sans rien faire. Ils disent, alors visa, construction, énergie, Adama Bictogo, un scandale sénégalais.
franchement, comment finalement ce marché vous a été attribué pour que ça fasse autant de bruit? Non, c'est pas, je ne crois pas que ce soit la procédure d'octroi L'attribution. de l'attribution qui Parce elle, qu'ils en soit parlent mise en aussi, les cause. journaux. Non. À vous écouter, c'est plutôt le fait que ce soit un Ivoirien qui vienne prendre le marché. Et c'est ça qui est dommage. On ne peut pas vouloir construire cette nouvelle Afrique. On ne peut pas avoir un président en exercice de la CEDEAO et avoir le comportement que les journaux ont. Moi, je connais beaucoup de Sénégalais qui opèrent ici. Yerim Sow, il a fait toute sa fortune ici en Côte d'Ivoire. Il est sénégalais. À aucun moment, on l'a attaqué dans un journal. Omar Sow, son frère, pareil. Mais j'en connais. Je connais plein de Sénégalais qui ont fait leur fortune en Côte d'Ivoire. L'architecte Goudiaby Pierre, mais c'est en Côte d'Ivoire qu'il a démarré. Beaucoup d'entre eux. La Côte d'Ivoire a toujours entretenu et accepté que tout le monde s'installe en Côte d'Ivoire. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont toujours eu de bonnes relations. Et c'est dans cette dynamique que je suis allé m'installer. Maintenant qu'on veuille m'attaquer sur la réalisation du projet, ça c'est un autre débat. Et moi je pense que nous avons fait une offre qui était compatible avec les attentes de l'État, avec les attentes du Sénégal. Je vais vous dire, au moment où le président Macky Sall arrivait au pouvoir, ça faisait 10 ans que le parc automobile du Sénégal n'avait pas été renouvelé. Nous avons renouvelé tout le parc automobile du ministère de l'Administration et de la Sécurité. Les préfets, les sous-préfets, les commissaires, nous avons renouvelé sur nos propres fonds. Et on devait être payé sur plusieurs années. Enfin, si ce n'est pas apporter une valeur ajoutée à un pays, je ne sais pas ce que ça veut dire. Nous avons réhabilité les locaux. Nous étions sur le point de reconstruire toutes les préfectures, sous-préfectures et commissariats du Sénégal, qui n'avaient pas encore été réhabilités depuis une trentaine d'années. Mais enfin, quand on fait des propositions et qu'on bénéficie de la confiance des banques pour investir dans un pays, quand on sait tous que nos États africains demeurent toujours des risques, il y a un risque financier. Le risque pays demeure toujours lorsqu'il s'agit d'investir en Afrique. Mais quand il s'agit de sociétés européennes qui viennent investir, lorsqu'il y a des ruptures, on n'en parle pas. Combien d'indemnisations les États africains n'ont pas fait à plein d'Européens lorsqu'il y a eu rupture de contrat? Vous voulez dire qu'il y a un mal africain? Mais oui, il y a un mal africain. On en parle parce que... Et puis, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas l'ancien ministre qui vient et qui se contente donc de vendre un produit pour se contenter d'une commission. Moi, je suis un bâtisseur. J'ai des sociétés, je bâtis sur le long terme, j'ai des employés, j'ai des cadres compétents de toute origine, et c'est avec ces cadres, c'est une équipe, et nous y croyons, à cette nouvelle génération d'Africains capables de compétir avec donc ces sociétés européennes. Est-ce que vous comprenez quand même cette opinion sénégalaise-là, qui se dit, sur ce marché des visas biométriques, que ce serait un marché qui vous a été attribué de gré à gré? Vous savez, ça revient également dans les critiques formulées. Oui, ce n'est pas que les 12 milliards. Une fois de plus, il y a une méconnaissance de la Constitution. Je vous dis que le visa relève du ministère de l'Intérieur. Le visa a été conçu pour deux choses. D'une part, la gestion des flux migratoires. La deuxième chose, pour la sécurité. Dans un contexte d'insécurité régionale, le Sénégal a pensé qu'il était bon donc d'instaurer un système qui permettait, avant embarquement, d'avoir l'identité de tous ceux qui embarquent. Sur cette base, nous avons conçu et nous avons fait une offre de solution. Les manifestations d'intérêt se font partout. Mais dans ce cadre précis et dans ce secteur de la sécurité, ce sont des domaines de souveraineté. Lorsqu'il s'agit de la sécurité, les États sont en droit de signer du gré à gré dès lors qu'ils considèrent que l'offre qui est faite répond à leurs attentes. Dès lors que le système de sécurité souhaité par l'État se retrouve dans l'offre qui est faite par la société, mais on octroie, on attribue le marché. Quand vous allez en France,
Dites-moi quelle est la société qui fait la sécurité en France, c'est pas Sagem. Je veux bien qu'on me dise. Quand vous allez en Belgique, dites-moi quelle est la société qui fait la sécurité, si ce n'est pas une société de droit belge. Ben, c'est pareil. Au niveau de la sécurité, ils sont en droit de choisir. Ils n'ont pas besoin de faire d'appel d'offres. Donc, sur ce sujet, c'est pour cela que je parle de désinformation. Il y a une méconnaissance des textes. Et cette disposition existe dans le marché public. Excellence. Il y a Adama Gueye, qui est un journaliste très connu sur le plan africain, qui a tenu une tribune dans laquelle il s'interrogeait: est-ce que le président Ouattara donnerait 12 milliards à un Sénégalais pour un marché qui n'a pas été exécuté, et 12 milliards rien que pour compensation? Que répondez-vous à ce type de critique? Parce que c'est ce que pensent aujourd'hui un certain nombre de Sénégalais. Vous dites, c'est vrai, ils ont une méconnaissance du dossier. Alors, Monsieur Adama Gueye, vous dites que c'est un grand journaliste. Je suis un peu surpris. La qualité du grand journaliste, c'est la recherche de l'information. Quand l'information ne vient pas à vous, vous allez à l'information comme vous êtes en train de le faire. Je crois que sur ce point, le marché a été exécuté. C'est vraiment une méconnaissance. C'est quoi l'exécution du marché? Ce n'est pas la délivrance des visas pendant toute la période, mais c'est la réalisation des investissements. L'ensemble des investissements, mais c'est des milliards qui ont été investis. Mais je vous laisse calculer. Prenez 404-4. Allez-y au prix le plus bas. Nous n'avons même pas, pour vous dire, nous n'avons même pas pris de marge sur les 4x4 parce que nous avons considéré que ça faisait partie de la valeur ajoutée au projet. Mais quand il y a rupture, mais il faut bien payer ses concessionnaires. Ben cet argent, il a été pris où? Ce n'est pas la caisse de l'État du Sénégal. Ça vient d'une banque. Il faut bien que cette banque soit payée. Et le président Alassane Ouattara, mais qui a fait Irimso, la première licence? Mais c'est bien le président Alassane Ouattara qui a signé sa première licence ici. Donc il faut arrêter de faire cet amalgame. Pour quelqu'un de son rang, comme vous le dites, moi je ne le connais pas, mais je considère que quand on considère qu'on peut être le poteau indicateur des pensées d'une certaine sensibilité, on se doit de pouvoir informer en étant objectif. L'exécution de ce marché, aussi bien dans son investissement que dans sa réalisation, autrement, l'État ne nous aurait pas indemnisés. À quoi répond cette indemnisation? Mais ça répond aux différents investissements qui ont été réalisés. est-ce qu'aujourd'hui vous êtes perdant ou vous êtes gagnant dans cette affaire finalement? Non, moi je ne parle pas en termes de perdant, de gagnant. Je pense qu'à partir du moment où nous avions eu un consensus, l'État et moi, je considère qu'il n'y a ni perdant ni gagnant. Pour moi, les choses se sont bien passées. Je considère seulement qu'on aurait voulu aller au terme de notre convention, mais pour des raisons qui sont propres aux autorités, il y a eu donc cette rupture, mais ceci n'a pas entamé les relations que nous avons avec le Sénégal. Depuis 2010, vous avez créé combien d'emplois au Sénégal? S'il n'y avait pas eu la rupture dans notre évolution jusqu'à la réalisation donc des commissariats, nous aurions créé 500 emplois. Mais juste au niveau de la biométrie, nous étions donc autour de 80 emplois. Mais on avait une évolution graduelle au niveau donc de la création d'emplois. Quels sont vos projets sur l'Afrique? Écoutez, aujourd'hui, moi je suis en partenariat avec des sociétés étrangères de rang mondial. J'ai des projets sur l'énergie. Je considère que... Comme au Sénégal? Oui, la lumière est une nécessité aujourd'hui pour l'Afrique. D'ailleurs, j'ai vu hier que le président Labad a annoncé 2025 comme la lumière pour tous. Nous voudrons faire partie de ceux qui doivent l'accompagner, parce que vous savez que quand il y a la lumière, les gens, dès que vous mettez la lumière au village, les gens vont acheter un réfrigérateur. Dès qu'il y a la lumière, les gens ont envie de construire les maisons en dur.
parce que donc, ça crée la consommation. Les effets de la lumière sont très importants et ça aide à la croissance et ça aide donc à l'épanouissement. Nous sommes aussi, aujourd'hui, on démarre avec le transport des passagers au niveau du plan lagunaire, mais nous allons aller progressivement vers le transport des marchandises. Donc, nous avons des ambitions au niveau des projets structurants, mais surtout au niveau de la biométrie, nous voulons aller vers la dématérialisation complète de tous les documents administratifs qui aujourd'hui sont manuels. Donc c'est un grand chantier au niveau de la biométrie et nous pensons que d'ici 2020, on devrait pouvoir apporter une vraie valeur ajoutée dans le domaine biométrique parce que quand il y aura moins de manipulation au niveau donc des documents, il y aura moins de fraude. Et quand il y aura moins de manipulation, vous verrez que la productivité sera au rendez-vous. Et il faut qu'à un moment donné, les Africains, les populations puissent avoir accès à tous leurs documents à partir donc d'un système informatique sans toujours avoir besoin de se déplacer. Donc, nous avons beaucoup de projets et nous y croyons. Je vous remercie. Merci à vous.